Merci de choisir Digital Congo pour vous informer. Dans l'actualité, interrompue dans la soirée de lundi suite aux affrontements entre les FARDC et les M23, l'électricité a été rétablie ce mardi à Goma et ses environs. La ligne endommagée par des tirs de l'armée rwandaise vient d'être rétablie après les travaux. Également dans l'actualité, le président de la CENI, Denis Kadima, est à Séoul, en Corée du Sud, depuis lundi. Objectif, suivre la finalisation de la production du matériel électoral par la société Miru System. Denis Kadima a aussi visité l'entrepôt de la société où sont stockés les kits électoraux prêts à être expédiés en RDC. Controverse autour du budget alloué pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, le mouvement citoyen Lutte pour le changement hausse le ton. Dans un point de presse organisé ce mardi, la Loucha invite la justice à faire la lumière sur la gestion de ce fonds. Nouvelle session d'information sur Digital Congo. Merci de choisir la chaîne numérique pour vous informer. Dans l'actualité, l'électricité a été rétablie à Goma et ses environs, interrompue lundi soir suite aux affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23. La ligne endommagée par des tirs de l'armée rwandaise vient d'être rétablie ce mardi après 2 travaux. Également, dans l'actualité, le calme est revenu à Bambo, une localité du territoire de Rutshuru. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu, après des violents combats qui ont opposé les rebelles du M23 et les forces d'autodéfense. Les bilans provisoires fait état des 2 morts, dont un enfant de 7 ans et 12 blessés graves qui sont pris en charge à l'hôpital général de Bambo. Dans l'entretemps, le général d'armée Christian Tiwewe, chef d'état-major général des FARDC, est arrivé à Goma lundi dans la soirée. La MONUSCO va coaliser avec les forces de la République démocratique du Congo pour protéger la ville de Goma et Sake face à la progression des rebelles du M23. Mais pour Emmanuel Mouozi, élu de Rutshuru, cette décision de la MONUSCO ne fait que remuer le couteau dans la plaie. Et au sujet du déploiement de la force de la SADC, il estime que les populations du Nord Kivu ne sont pas des cobayes pour expérimentation. Il a été interrogé par Amina Mouacha. Ces propos de la MONUSCO ne font que faire monter la colère de la population du Nord Kivu, qui a vu le Rwanda et l'Ouganda, sous couvert du M23, prendre Bunagana, Rutshuru, Rumangabo, jusqu'à arriver à la porte de Goma. Et à la MONUSCO de dire qu'elle va protéger la ville de Goma. Comme si le mandat de la MONUSCO était de protéger les vies de la population de la ville de Goma et non les populations de Rutshuru, de Masisi, de Walikale et d'ailleurs en République démocratique du Congo. C'est encore une fois remuer les couteaux dans la plaie. La population pense que plutôt le gouvernement doit accélérer la sortie de cette force inutile, complice. Le gouvernement, par ailleurs, doit renforcer son commandement. Il faut éviter de faire des populations du Nord Kivu, particulièrement celles de Rutshuru et de Masisi, des cobayes, des champs d'expérimentation. Moi, je crois que trop c'est trop. Nous avons la SADC, nous avons l'EAC, nous avons les Nations Unies, mais le 20 décembre, il est prévu des élections. Rutshuru, Masisi, les populations ne sont pas encore enrôlées. La SADC qui arrive, bon, la SADC a toujours été un bon partenaire de la RDC, mais comme vous le dites, il y a une cacophonie. SADC et EAC, comment ça va cohabiter? Entre-temps, le président João Lourenço de l'Angola, il est en même temps médiateur entre la RDC et le Rwanda. Et je crois que c'est une cacophonie et cette cacophonie ne nous profite pas. Tous ces pays qui arrivent ne viennent pas pour aller aux cieux. Ces pays viennent pour protéger leurs intérêts. Et moi, je crois que la RDC devait d'abord compter sur elle-même avant de penser que la solution viendra de l'extérieur. Autre sujet d'actualité, 40 ex-combattants de 150 gardés au site de Mabango à Beni, nous sommes là dans la province du Nord Kivu, viennent de regagner leurs communautés respectives ce mardi.
Cette réinsertion a été précédée par un dialogue mené par les animateurs du PDDRCS, Antenne de Béni. Plus de détails dans cette correspondance de Mervedi Calmer. Ces 40 ex-combattants ont passé plus de 5 mois au site de Mambango, à plus ou moins 8 km du centre-ville de Béni. Ils sont venus de plusieurs groupes actifs dans la zone. Maître Omar Kavota, chef d'antenne du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation à Béni, rassure que tout est fait pour que ces ex-combattants gagnent leur vie au sein de la société. Nous allons organiser des petits projets, des projets d'intégration qui sont en réalité des travaux légers qui vont utiliser les ex-combattants et quelques membres de la communauté, parmi lesquels les jeunes à risque, les autres vulnérables, choisis de manière objective par les communautés pour exécuter des projets qui ont été identifiés par ailleurs par la communauté parce qu'à travers les dialogues que nous avons organisés avec les communautés, il y a des petits projets qui ont été identifiés qui prendront à charge ces rendus de manière à leur permettre de vivre de ce qu'ils produisent, leur permettre de chercher par le travail à gagner leur vie et d'abandonner les armes parce qu'ils ont déjà choisi la voie du désarmement et de démobilisation. Selon la même source, ces ex-combattants ont été éduqués à la citoyenneté et sensibilisés sur les droits de l'homme, à la paix et au savoir-vivre. Des séances qui vont se poursuivre même au sein de la communauté. Une occasion pour lui de demander à la communauté de les accueillir car déjà inoffensifs. Autre chose à présent, le président de la CENI, Denis Kadima, est à Séoul depuis lundi dans la soirée. Objectif, suivre la finalisation de la production du matériel électoral par la société Miro System. Denis Kadima a aussi visité les entrepôts de cette société coréenne où sont stockés les kits électoraux prêts à être expédiés en République démocratique du Congo. Commentaire, Josué Ngoy. Depuis la ville de Séoul en Corée du Sud, où il séjourne, Denis Kadima réaffirme la tenue effective des élections en décembre prochain. En mission officielle dans ce pays asiatique, le président de la Commission électorale nationale indépendante est venu suivre la finalisation de la production du matériel électoral commandé à la société coréenne Miro System. Le numéro 1 de la centrale électorale s'est entretenu avec les responsables de Miro System pour une séance de travail. Il était question d'apprécier le travail accompli en synergie avec les équipes de la CENI dans l'objectif de les équiper en matériel électoral adapté, notamment le dispositif électronique de vote qui servira aux élections prévues le 20 décembre prochain. Au sortir de ces échanges, le président Denis Kadima est revenu sur le caractère irréversible de la tenue des élections en décembre 2023. J'aimerais vraiment que nos compatriotes sachent que le 20 décembre, c'est la date des élections et tout est mis en œuvre pour que les élections aient lieu à cette date. Et selon le calendrier de la CENI, j'avoue que c'est un calendrier très ambitieux. Selon le calendrier, nous évoluons bien. Nous allons tenir les élections à la date du 20 décembre. Le numéro 1 de la centrale électorale s'est également rendu à l'entrepôt central de la société coréenne pour palper du doigt le rapport établi concernant le matériel déjà prêt à être expédié en République démocratique du Congo. Il a par ailleurs réaffirmé la détermination de son équipe à relever le défi. L'autre sujet d'actualité, c'est cet atelier sur l'approche de la paix et prévention des conflits en période électorale organisé par Caritas Kindu en collaboration avec les PNUD. Ces assises visent à prévenir les violences électorales. Grâce Mbambi pour le reportage. Ces assises de 5 jours qui se tiennent dans la salle Safina House regroupent les acteurs de la société civile, les représentants des confessions religieuses et les associations de jeunes. Ensemble, ces derniers vont réfléchir sur des voies et moyens à mener pour parvenir à un processus électoral apaisé et ainsi prévenir les violences durant cette période. Dans ce mot de circonstances, l'évêque catholique du diocèse de Kindu et président du conseil d'administration de la Caritas Kindu a souligné que les élections doivent être un moment de fête et non de violence, ni encore des injures ou d'affrontements entre groupes de jeunes. Monseigneur François Belimoya Mouchapa a demandé par la même occasion aux candidats à tous les niveaux de privilégier la paix. Tout discours incitant à la haine et à la division tribalo-ethnique doit être rejeté car il nous fragilise. C'est pourquoi, d'ores et déjà, j'invite les candidats à tous les décrets du scrutin
ainsi que leurs partisans à favoriser un climat de paix, de cohésion et d'unité avant, pendant et après les élections. Message réitéré par le gouverneur d'intérim du Maniema, Afan Idrissa Mangala, espère tout de même que cet atelier favorisera la cohésion sociale. Je voudrais à cet effet recommander les participants au présent atelier de bien assimiler les notions qui leur seront inculquées par les facilitateurs en vue de jouer valablement le rôle de sapeur-pompier. Plusieurs recommandations sont entendues à l'issue de cet atelier afin de prévenir la violence pendant la période électorale dans la ville de Kindu, les territoires de Punya, Kailo et Kibombo, ainsi que les chefferies de Benya Samba et Basongue 1 en territoire de Kassongo. Et dans les restes de l'actualité, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Dani Banza Maloba, est arrivé depuis lundi dans la province de Olomami, chefferie de Kikonja, village Kipamba. Sur place, Dani Maloba a prêché l'unité pour le développement de la province. Rachel Massengo, notre envoyé spécial. Ce jour est un jour inoubliable pour les habitants du village Kipamba, chef-lieu de la chefferie de Kikonja dans la province du Olomami. L'arrivée de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dani Banza Maloba, venu communier avec ses frères et sœurs et surtout sa belle famille. C'est le grand chef Kikonja Lundambaya et toute sa notabilité, ainsi que le représentant de la gouverneure du Olomami qui ont accueilli l'homme du développement. D'abord à pied, puis sur le Kipoy, Dani Banza Maloba a effectué des dizaines de kilomètres accompagné d'une foule en liesse avant d'atteindre la cour royale pour un message de réconfort et recevoir les salutations du chef de l'État Félix Tshisekedi. Province yetu ya Olomami, Chijo tunapaswa kuidevelope. Shiba Katange, kuna vocation ya kuya maeta fédéré. Mikunaendelesha komba ya baba Kyungu na mission alinipa ni kufera butir projet ya fédéralisme. Fédéralisme haina sécession. Na yuwa ba enemi ya Dani Banza leo Kinshasa batanza bongo. Mnamona vile anaanza kule kwabo. Donc ni sécession eko en contact na fulani. Il faut noter que plusieurs forces vives étaient présents, étudiants, femmes de militaires et policiers, associations socio-culturelles, partis politiques et même les tout-petits n'ont pas manqué à apporter leur soutien à ce digne fils de Kabondo, Dani Banza Maloba, et au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis à Kinshasa, les candidats retenus sur la liste du parti lumumbiste unifié à la députation nationale, provinciale ou encore aux élections municipales pour les circonscriptions électorales de Funa et Lukunga ont été présentés à leurs bases respectives. Godefroid Mayobo, secrétaire général et chef du parti qui a présidé les différentes cérémonies, a invité les militants du Palou à voter pour ces candidats. Regardez. Les élections approchent et au parti lumumbiste unifié Palou, l'on se prépare à gagner ses scrutins. Samedi 4 novembre, lors d'une matinée politique organisée au terrain Kanda, dans la commune de Kasavubu, le secrétaire général, chef du parti Godefroid Mayobo, a présenté à la base les candidats du Palou aux élections législatives et municipales qui vont concourir dans la circonscription électorale de la Funa. Dimanche 5 novembre, c'était le tour des candidats Palou de la circonscription électorale de Lukunga à être présenté aux militants du Palou lors d'une matinée politique organisée au terrain Tumba dans la commune de Mongafula. À Kasavubu comme à Mongafula, Godefroid Mayobo a rappelé la nécessité pour le Palou de participer à ces élections et surtout à les gagner. Godefroid Mayobo a ainsi invité les militants du Palou à voter pour ces candidats, ce qui permettra au parti d'Antoine Gizenga de jouer son rôle en RDC. Nous sommes avant tout un parti de masse, vous savez, mais nous devions faire connaître nos candidats auprès de la population congolaise principalement, mais aussi exceptionnellement auprès de nos propres militants. C'est ce qui a fait que le secrétaire général chef du parti, les camarades de Godefroid Mayobo, avaient initié cette tournée qui venait de prendre fin aujourd'hui ici à Lukunga, où on a eu à le présenter lui comme étant candidat au niveau national, à la députation nationale, comme cela a été hier au niveau de la FUNA avec les camarades Patrick Mouyaya et les autres.
Pour la députation nationale, le PALU aligne 4 candidats dont les ministres de la Communication Patrick Mouyaya pour la circonscription électorale de la Funa et 2 candidats députés nationaux à Lukunga, parmi lesquels le chef du parti Godefroy Mayobo. Affaire détournement des deniers publics à la GECAMIN, on en parle aussi dans cette édition du journal. Dans une lettre adressée à la ministre d'État au portefeuille, les députés nationaux de l'Union sacrée Grand Katanga demandent des mesures conservatoires contre l'administrateur de la GECAMIN soupçonné de détournement. La lettre est signée par le député national Rosen Mouenzé. Alain Lino pour plus de détails. Tout est parti d'un rapport de l'Inspection générale des finances et de la Cour des comptes sur un présumé détournement des fonds à la GECAMIN. Les rapports de 2 institutions rapportaient des détournements de fonds de plusieurs millions de dollars américains mystérieusement disparus d'abord entre 2018 et 2020 au sein de la GECAMIN. Également un détournement de 10 millions de dollars américains payés via Simco lorsque cette filiale n'était pas encore sous encadrement de l'IGF. Sur le banc des accusés, des administrateurs en fonction comme des anciens. Ainsi, dans une lettre des députés nationaux, membres du caucus des députés nationaux de l'Union sacrée du Grand Katanga, par le canal de leur vice-président, l'honorable Rosin Mouenzé Wakadilo, tous demandent à la ministre d'État au portefeuille des mesures conservatoires contre les administrateurs de la GECAMIN SA soupçonnés de détournement. Pour eux, pendant que la GECAMIN SA traverse un climat social plus que délétère, eux, en tant que représentants du peuple, de ce coin, s'agissant du Grand Katanga, ils sont interpellés. La lettre poursuit. Depuis la publication des résultats de l'enquête de l'Inspection générale des finances et de la Cour des comptes, aucun jour ne passe sans que le fleuron de l'économie nationale, à savoir la GECAMIN, ne connaisse des mouvements intenses de protection contre le saccage des intérêts de la République et ceux de travailleurs, consécutifs à une lourde présomption de détournement. Il ajoute, c'est pourquoi, pour des raisons d'équité et de justice, le caucus de députés nationaux, tout en dénonçant ce bradage, innommé des intérêts vitaux de la République, vous invite à prendre des mesures administratives conservatoires à l'égard de quelques administrateurs cités, à savoir le président du conseil d'administration et quelques administrateurs, les mettre à la disposition des instances administratives et judiciaires compétentes afin que toute la lumière soit faite ainsi que toutes les conséquences soient prises pour ceux qui seront véritablement coupables. Et puis, controverse autour du budget alloué pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Le mouvement citoyen lutte pour le changement hausse le ton. Dans un point de presse organisé ce mardi, la Lucha invite la justice à faire la lumière sur la gestion de ce fonds afin de dissiper tout malentendu. John Lebouana et Rossi Moutela. Un scandale de trop, notre indignation. C'est en ces termes clairs que le mouvement citoyen lutte pour le changement a exprimé son indignation avant de condamner un prétendu détournement de fonds alloués au 9e jeu de la francophonie récemment organisé par la République démocratique du Congo. Initialement estimé à 48 millions de dollars américains, ces jeux ont coûté à la République 320 millions de dollars américains, a révélé il y a peu le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Des chiffres qui n'ont pas laissé indifférent la Lucha, qui parle d'une escroquerie pure et simple dont les auteurs doivent subir la rigueur de la loi. Et nous appelons en fait la justice congolaise de se saisir de ce dossier pour que la lumière soit faite et que les ministres et tous les autres qui sont cités dans ce dossier soient déférés devant la justice, mais aussi qu'ils puissent démissionner de leurs fonctions. Nous sommes à la période électorale et je pense que la population va comprendre que voilà, il est temps de faire la rupture avec cette politique caractérisée par la gabegie financière. La Lucha entrevoit par ailleurs d'organiser des manifestations publiques au cas où la justice ne se saisissait pas du dossier. Et puis dans un autre registre, ouvert ce lundi 6 novembre à Kinshasa, le Salon international d'opportunités d'affaires B2B Congo 2023 a connu la participation de l'Office de gestion du fret multimodal, représenté par son directeur général William Kazumba, a exposé ce mardi sur les questions liées aux facilités actuelles offertes aux importateurs, consommateurs des ports maritimes, ports secs, ainsi que les perspectives futures. Bobo Mungo.
Le développement économique de la République démocratique du Congo doit impérativement passer en priorité par les investissements dans les infrastructures industrielles afin de fournir aux populations des emplois dignes, durables et un pouvoir d'achat conséquent. C'est la substance de l'adresse du directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, William Kazumba Mayombo, à ce deuxième jour du Salon international B2B Congo 2023, axé sur les transports et logistiques. Organisé par l'établissement Congo Client, cette rencontre d'opportunités d'affaires B2B Congo 2023 était l'occasion pour le patron de l'OGFREM de présenter aux nombreux participants, investisseurs dans les secteurs de transport et entreprises privées, les facilités actuelles offertes aux importateurs, consommateurs de ports maritimes, ports secs, ainsi que les perspectives futures. Nous sommes en train de nous efforcer, depuis mon avènement à la tête de l'OGFREM, pour que ces genres d'ouvrages, d'infrastructures, par lesquels l'État doit être assuré que sa souveraineté est respectée, puisse être fait par des efforts internes, par des fonds propres, par des mécanismes d'emprunt qui ne aliènent pas l'autonomie des décisions de l'OGFREM et l'autonomie de la politique gouvernementale. Plusieurs interventions ont émaillé cette édition 2023 Expo B2B Congo avec un seul objectif, faciliter les participants à nouer des relations d'affaires par des discussions et échanges formels et informels. Pour l'OGFREM, une opportunité de s'ouvrir à des potentiels partenaires pour des nouveaux challenges. Tout à fait autre chose à présent. Dans le cadre des activités marquant le jubilé d'or de l'initiative Bilingue Yamwinda de l'Église catholique, une formation en leadership et développement personnel a été organisée à l'intention des initiateurs paroissiaux, nous dit dans ce reportage Josué Ngoy. Cette formation en leadership et développement personnel organisée à l'intention des initiateurs paroissiaux des Bilingue Yamwinda de l'Église catholique s'inscrit dans le cadre du jubilé d'or de ce mouvement des jeunes. Ils sont une centaine à bénéficier des différents modules. Le facilitateur, Dr Michel Mouvoudi, expert en coaching, a fait comprendre à son auditoire que l'homme est au centre de tout et constitue un capital dans lequel il faut investir. Une capacitation qui a réjoui l'initiateur diocésain, l'abbé Pérenne. Je suis dans la joie de constater que le Seigneur nous accompagne et nous permet de réaliser le projet 50 ans Bilingue Yamwinda tel que nous avons commencé à le concevoir depuis près de 2 ans. Une formation de base en informatique suivie il y a 2 mois passés et sanctionnée en ce jour par la remise des brevets par l'abbé Aloïs Condé, responsable de la pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Kinshasa. Aussi des cadeaux constitués d'ordinateurs portables et téléphones made in DRC, dont de la présidente de la commission promotion de la femme, ici représentée par Mimi Kongolo Zulu. Les bénéficiaires ont eu des mots justes pour remercier la bienfaitrice Rose Ndona, une initiatrice des Bilingue Yamwinda. Une pensée pieuse à l'initiatrice Muriel Pata, l'une des apprenantes décédées, qui a tout de même reçu son brevet à titre posthume lors d'une messe dite en sa mémoire en la paroisse Saint-Alphonse de Matete. Signalant que plusieurs activités sont organisées dans le cadre de ce jubilé d'or des Bilingue Yamwinda, question de consolider les acquis de l'initiation Bilingue Yamwinda pour bâtir un monde illuminé. L'actualité en dehors de nos frontières, la guerre entre Israël et le Hamas a fait près de 10 000 morts à Gaza en 1 mois, dont la majorité sont des civils. Et ce mardi encore, on a signalé de violents combats au nord de Gaza, grâce à Guitoukulu et Fifi Kouchipo. C'est l'une des conséquences des combats qui se sont intensifiés dans le nord de la bande de Gaza en Israël. Cette bande est désormais coupée en 2. Pendant ce temps, Tsahal continue en parallèle à mener des bombardements dans le but de détruire le centre de commandement du Hamas, refusant de céder à un appel de plus en plus pressant à une trêve humanitaire. Bien avant ces bombardements, le gouvernement israélien avait demandé à tous les civils de quitter la zone nord où entre 300 000 et 400 000 personnes s'y trouvaient encore. Malheureusement, le pilonnage
les a trouvés sur place et a fait 10 000 morts. Par ailleurs, depuis les débuts de ces combats, plus de 14 000 personnes ont péri en Israël, d'après les autorités, majoritairement des civils, tués les jours de l'attaque du pays. C'est ainsi que se termine ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction des Digital Congo et nous saluons nos téléspectateurs de Pupokawaka dans la province du Congo et Madimba dans la province du Congo central. Mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus ce mardi 7 novembre à Kinshasa. Le quotidien La Référence Plus rassure à sa une, décembre 2023 se précise de plus en plus. À en croire le confrère, à la Commission électorale nationale indépendante, l'on a fait de plus. Préparer sans faire beaucoup de bruit, une stratégie de travail. En tout cas, tous les sceptiques qui doutent encore de la tenue des élections le 20 décembre 2023 doivent convaincre leur conscience pour reconnaître qu'à la centrale électorale, il se passe des choses qui rassurent. Outre les quelques bribes d'images, de matériel et autres kits électoraux fabriqués en Corée du Sud et distillés dans les réseaux sociaux par la CENI, force est de reconnaître aujourd'hui qui est la date du 20 décembre 2023 pour la tenue des élections générales, c'est précise de plus en plus. Et pour preuve, malgré les difficultés liées à l'état de certaines routes, l'opération des déploiements de matériel électoral se poursuit sans désemparer dans les 5 provinces issues du démembrement du Grand Équateur. La prospérité évoque à sa une élection 2023 ou dialogue. Opposition congolaise, la fuite en avant. Selon le journal, dans une élection libre et équitable, le résultat n'est jamais certain jusqu'à ce que tout le vote soit comptabilisé. Pour certains candidats, cette incertitude constitue un risque trop important. Ils tentent donc de créer un chaos suffisant pour empêcher que la décision ne soit laissée fermement entre les mains des électeurs. Il s'agit d'une campagne préméditée et sournoisement orchestrée d'accusations calomnieuses et de fausses nouvelles. En réalité, une véritable fuite en avant causée par les cauchemars de leur échec. Vraie thématique, titre à sa une, opposition, difficile de trouver les jokers face à Fachi. Pour le tabloïd, seule donc une candidature unique de l'opposition pourrait déstabiliser le président de la République sortant, mais il ne semble pas que l'on s'en approche. Même si, selon India Omari, secrétaire général de la Ligue pour la bonne gouvernance et le développement LGD d'Augustin Matata Pogno, des discussions sont annoncées entre ce dernier, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Délice Sanga. Sur les antennes de la radio Top Congo et dans les colonnes de Jeune Afrique, Délice Sanga n'a pas arrêté de clamer tout son pessimisme sur la perspective d'une candidature unique de l'opposition. À ses yeux, elle se réduirait à une des mesures pour endiguer la fraude, mais pas pour gagner. Cette idéologie qui ramène à chaque fois que la candidature commune comme étant la condition nécessaire et essentielle à la victoire n'est pas fondée, estime-t-il, et même mieux, et de renchérir. Nous avons commis l'erreur de vouloir se réunir autour des individus pour la candidature des individus. C'est que le peuple congolais cherche aujourd'hui, c'est un projet et c'est une vision, explique Délice Sanga sur Top Congo. Le quotidien Forum de Zas est revenu sur le jet de pierre sur le convoi du leader des Lessidés dans l'espace Kassai et écrit « Fachi condamne, le pro-Fayoulou crie aux larmes de crocodile ». Selon un proche de Martin Fayoulou, le leader de Lessidés et sa délégation ont été attaqués par des militants de l'UDPS instrumentalisés par le gouverneur du Kassai central qui ne fait pas mystère de son soutien à la candidature
du président de la République Félix Tshisekedi. Dans un message posté sur son compte X, le porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, a indiqué que le magistrat suprême a appris avec regret l'intolérance politique dont a été l'objet Martin Fayulu de la part de certains compatriotes. Insuffisant pour calmer le pro-Fayulu. Devos Kitoko qualifie la condamnation du président de la République Félix Tshisekedi des larmes de crocodile. Martin Fayulu a décidé de porter plainte contre l'exécutif provincial du Kasaï, l'accusant d'incitation à la haine tribale, à la discrimination politique ethnique. Le journal Le Phare aborde l'aspect sécuritaire et écrit à son manchette « Le FRDC et la MONUSCO prêtent à neutraliser la coalition RDF-M23 ». Après avoir subi une longue série de revers sur la ligne de front face aux patriotes résistants congolais Wazalendo, avec la perte de plusieurs localités qui contrôlaient dans le territoire de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, les soldats rwandais regroupés sous le label RDF et leurs supplétifs du M23 tentent depuis le week-end dernier de conquérir quelques-unes d'entre elles. Mais plusieurs sources renseignent que ces forces du mal viseraient en réalité la ville de Goma, qui est considérée comme le principal symbole du pouvoir central de Kinshasa dans cette perte de la République. C'est au regard de ces velléités bellicistes que les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO ont décidé de mutualiser leurs forces dans le cadre d'une opération commune de riposte baptisée Springbok. L'objectif principal de cette opération militaire est de faire face à toute tentative de la coalition RDF-M23 d'attaquer la cité de Sake ou la ville de Goma. Abordant le même aspect, le média public ACP écrit Nord Kivu, l'armée congolaise et le casque bleu installent leur première position à Kamunya. On peut lire sur ces colonnes, l'armée congolaise et les casques bleus ont installé lundi leur première position à Kamonia dans les territoires de Masisi, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le cadre de l'opération Springbok, a-t-on appris d'une vidéo de la mission onusienne en RDC. L'opération Springbok, mise en place vendredi dernier par les deux forces, a pour objectif de protéger la ville de Goma et la cité de Sake, devenue actuellement le cible des terroristes du M23 et des forces régulières de Kigali. Notre objectif principal est d'arrêter toute velléité du M23 d'envahir Sake, à une trentaine de kilomètres de la capitale provinciale du Nord Kivu, où Goma avait déclaré à la presse le général Otavio Rodrigue, commandant de la force de la MONUSCO. Il avait indiqué que dans un premier temps, il s'agit d'une approche défensive. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi.